Bonjour à tous, bonsoir plus précisément. Il fait tellement beau qu'on a l'impression d'être en plein milieu de la journée. On est ravis de vous accueillir dans cet endroit magnifique. Exactly. Et vous êtes ici donc au 127 avenue Le Dru-Rollin. Ce sont les locaux d'une agence et plus précisément d'un écosystème qui s'appelle Pixelis. Et je vais appeler son fondateur pour qu'il vous parle de la façon dont il a pensé ce lieu. Vous avez eu un certain nombre d'impressions en arrivant, vous êtes plutôt bien installés. Il s'y passe des choses assez incroyables dans ce lieu, dont la soirée de ce soir, bien sûr. Mais je vais demander à Edouard de venir nous l'expliquer en 3 minutes pour introduire cette soirée. À tout de suite. Bonjour à tous, très content de vous accueillir. Alors ici, vous êtes au 127. C'est un lieu où vous avez plusieurs organisations, puisqu'on essaie de fonctionner en écosystème et que ce soit une réalité vécue. Donc vous avez l'Agence des agences, vous avez l'Institut du futur souhaitable, un atelier de prospective qui pense le monde à 2040. Vous avez le Sensor Odyssey, qui est une expédition sensorielle autour du vivant. Donc on essaie de construire un écosystème autour du vivant. Parce que comme nous, on est assez loin du vivant, on essaie de construire cet écosystème à visée régénérative. Donc à l'origine, on est une agence de branding, de design global, et on essaie de remonter dans la chaîne de valeur de nos clients, beaucoup plus sur la transformation des business models, sur les territoires d'innovation et de marketing sociaux éco-compatibles. Et pas régénératifs, comme j'entends de temps en temps, parce que voilà. Voilà, donc bienvenue, et après, vous pouvez circuler, et voilà, bienvenue. Merci beaucoup, Edouard. Alors, je ne me suis pas présenté, je suis David Garbous. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la grande conso chez Danone, Le Sueur et Fleury Michon. Et j'ai créé une structure de conseil il y a 3 ans pour faire plusieurs Fleury Michon en même temps. Et ce soir, je suis très heureux d'accompagner, il va se dire que je dis ça à chaque fois, mon client préféré, sur un sujet que j'ai découvert grâce à lui il y a 3 ans, et surtout la méthode qu'il a mise au point pour pouvoir se saisir d'un sujet qui est complexe. Quand on parle de ESG, quand on parle d'ISR, on a une myriade d'indicateurs multifactoriels qui nous amènent à nous interroger sur par quoi on commence. Et en discutant ensemble, on s'est dit finalement, parmi l'ensemble de ces critères, il y en a un qui est peut-être plus important que les autres, parce que si on ne traite pas celui-là, on est quand même globalement très très mal barré, c'est celui du carbone. Et il se trouve effectivement que le carbone, c'est un indicateur qui est facilement objectivable dans les entreprises. Et Vincent vous expliquera tout à l'heure comment il a pris cet indicateur en main pour pouvoir évaluer la performance des entreprises avec cette dimension. Alors, notre soirée va se dérouler en 3 temps. On va avoir une intervention d'abord de la personne qui attend, je ne vais pas la faire attendre trop longtemps, qui est un universitaire, auteur du GIEC, qui va nous faire un propos introductif sur le sujet du carbone et les indicateurs de mesure. Ensuite, on vous dévoilera l'indice Vérité 40 de cette année, et nous ferons une petite table ronde pour prolonger cette ambition sur la façon dont ça se met en place de manière opérationnelle dans l'entreprise, comment on utilise le sujet du carbone pour piloter l'activité au quotidien. Cher Dominique, je vais vous céder la parole. Merci infiniment d'être avec nous. Normalement, le micro fonctionne. Est-ce que vous pouvez essayer de dire bonjour ? Alors, on essaye de régler le son, mais on vous voit en énorme à l'image, donc faites pas trop de grimaces. C'est toujours comme ça. Ah, c'est parti là. Est-ce que vous nous entendez ? Eh bien, fantastique. Donc, je relance le sujet. Cher Dominique, la parole est à vous. Tout le monde vous voit, tout le monde vous entend. On vous écoute.
Alors moi, c'est Christian Angolier, hein, donc je suis professeur à l'université Toulouse-Capitole. Je suis directeur de la Toulouse School Economics. Vous m'entendez bien? Ah, moi je vous entends plus. Allô, allô. Ah d'accord, je continue. Donc, écoutez, le sujet du changement climatique est un sujet aujourd'hui qui fait à la fois un énorme consensus sur la responsabilité de l'être humain, consommateur et producteur, mais sur lesquels il n'y a absolument aucun consensus sur la manière d'affronter nos responsabilités individuelles et collectives envers ce changement climatique qui est engendré par nos émissions de CO2. Donc, le point de départ, en fait, du point de vue de l'économie, c'est le profit, et du point de vue en particulier des entreprises, c'est que le profit ne représente plus, lorsqu'on intègre ce type de problématique de pollution et plus généralement d'externalité, le profit ne mesure plus la création de valeur sociale sociétale d'une activité économique. En fait, le profit, pour mesurer la création de valeur sociétale d'une activité, il faut ajouter ou soustraire au profit l'ensemble des valeurs des externalités positives et négatives qui sont engendrées par cette activité et qui ne se retrouvent pas dans les coûts ou dans les revenus engendrés par cette activité. Le meilleur exemple, hein, c'est le problème du changement climatique. Quand une entreprise émet du CO2, elle va engendrer des dommages climatiques, donc elle a un impact négatif sur le bien-être collectif, mais cette dimension-là n'est pas intégrée dans le profit de l'entreprise et donc maximiser le profit de l'entreprise n'est plus équivalent à maximiser le bien-être, l'impact de l'activité économique sur le bien-être collectif. Donc, il n'y a pas, quand on intègre ces externalités, donc ce sont des dimensions d'impact, ce sont des impacts de l'activité économique qui ne sont pas intégrés dans les revenus ou dans les coûts des entreprises. Eh bien, quand on tient compte de ces externalités, on voit que il n'y a plus d'alignement, il n'y a plus d'alignement entre la myriade des intérêts collectifs, des myriades des intérêts privés, individuels, avec l'intérêt général. C'est vrai pour les entreprises, comme c'est vrai pour les consommateurs aussi. Les consommateurs, eux non plus, ne sont pas incités à intégrer les conséquences de leur comportement sur le changement climatique. C'est un problème de taille. Hein. C'est un problème de taille. Si je prends par exemple l'exemple de l'acier, une tonne d'acier, ça coûte à peu près 500 euros sur les 10 dernières années en Europe. Produire de l'acier coûte à peu près 500 euros la tonne d'acier. Mais pour fabriquer une tonne d'acier, avec la technologie standard du haut fourneau qui utilise le charbon, eh bien, il faut émettre 2 tonnes de CO2. Hein. Une tonne d'acier émet 2 tonnes de CO2. Et donc, quand vous valorisez la tonne d'acier, pardon, la tonne de CO2 à 200 euros la tonne, ce qui est à peu près ce que les économistes disent aujourd'hui de ce que devrait être la valeur des dommages engendrés par les émissions de CO2, eh bien, vous faites passer l'impact global, le coût supporté par la société dans son ensemble, qui correspond à la fois au coût de production et aussi au coût lié aux dommages engendrés par le changement, par le CO2 qui a été émis pour la production de cet acier, ben pratiquement vous doublez le coût de production de cet acier. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les coûts intrinsèques, les coûts financiers, et les coûts qui intègrent les impacts environnementaux de cette production, de cette activité économique. Donc, ce n'est pas un sujet marginal et je pourrais prendre des tas d'autres exemples, le transport aérien, le transport maritime, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est un sujet important. Donc, se pose la question de comment faire en sorte qu'on puisse réaligner les intérêts, la myriade d'intérêts individuels avec l'intérêt général. Euh, donc, il y a deux grandes méthodes. Il y a la méthode du command and control avec un État tout-puissant, omniscient, capable de mesurer l'impact de chaque activité économique, de chaque action, des consommateurs et des producteurs, qui serait capable d'imposer des comportements, des modes de vie, des modes de production, des modifications à la fois à la marge, mais aussi parfois beaucoup plus fondamentales. Par exemple, remplacer la production d'acier par les hauts fourneaux par des productions d'acier utilisant l'hydrogène et l'électricité verte, eh bien, on peut imaginer effectivement un État capable de planifier toutes les modifications nécessaires
à la transition énergétique qui fasse en sorte qu'effectivement, on élimine toutes les actions économiques, toutes les activités économiques qui ont des créations de valeur négatives, donc profit moins valeur des émissions de CO2 contenues dans cette production. Et donc, ce limite, obligerait aux entreprises et aux consommateurs, aux entreprises, malgré qu'une activité soit profitable, l'interdire cette activité parce que la valeur des émissions de CO2 engendrées par cette production l'emporterait sur le profit financier de l'entreprise. Donc, on peut imaginer effectivement une solution comme celle-là, mais les économistes pensent que cette économie planifiée n'est probablement pas viable. On a vu ce que les économies planifiées au XXe siècle ont engendré comme prospérité ou absence de prospérité, devrais-je dire. Hein. L'aiguillon de la concurrence, c'est quand même un élément tout à fait fondamental depuis 2 siècles et demi pour construire notre prospérité collective. Et donc, les économistes proposent de maintenir les règles fondamentales de la concurrence, de l'économie de marché, certains diraient du capitalisme, en incitant l'ensemble des agents économiques à réaligner leur intérêt personnel avec l'intérêt général, en mettant une valeur sur le carbone et plus précisément en mettant un prix sur ce carbone, en obligeant chaque pollueur émetteur de CO2 de payer pour les dommages qu'engendre ce CO2. Et donc, voilà, mettre un prix sur le carbone comme on devrait faire la même chose pour les autres externalités positives et négatives engendrées par les entreprises. On peut imaginer des externalités sociales. Le facteur travail ne fait pas que produire du salaire, il produit aussi un certain bien-être ou mal-être au travail qu'il faut intégrer dans la valeur, dans le coût, le sacrifice que la société accepte pour mettre en œuvre ces activités économiques. On peut parler aussi de la biodiversité. C'est beaucoup plus compliqué pour la biodiversité que pour le climat, parce que pour la biodiversité, on ne sait pas, contrairement au changement climatique, on ne sait pas mesurer l'impact aujourd'hui, l'impact d'une activité économique sur la biodiversité, l'impact environnemental d'une activité sur le climat. On sait le mesurer, le CO2 émis, on sait mesurer les d'émissions d'autres gaz à effet de serre. On peut mettre une valeur sur ces gaz et reconstruire ainsi une mécanique qui nous permette de déterminer la création de valeur sociétale d'une activité économique en ajoutant ou en soustrayant à la valeur, aux performances purement financières de l'entreprise, les performances extra-financières, mais au lieu de faire un multicritère, ou comme on le fait beaucoup aujourd'hui, on intégrerait aux critères purement financiers des critères non mesurés, un peu flous et difficilement mesurables et certainement pas valorisés. Ce que les économistes proposent, c'est de maintenir un seul critère qui intègre dans l'analyse la performance financière, les éléments extra-financiers, mais en mettant une valeur sur ces impacts extra-financiers, en particulier en mettant une valeur sur le carbone et en mesurant les émissions de CO2 d'activité économique, de transformer ces tonnes de CO2 en euros équivalents en utilisant cette valeur et en soustrayant du profit la valeur de ces émissions de CO2. Voilà, c'est évidemment une méthode qui reste encore un peu compliquée parce qu'on n'est pas encore capable de mesurer complètement les émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre des différentes activités économiques. Mais enfin, en 10 ans, on a fait quand même un extraordinaire progrès dans cette direction-là. Et rappelons-nous quand même que les alternatives, la taxonomie européenne, les fonds ISR fondés sur des mesures, des indices d'impact extra-financier un peu flous et un peu complexes. Enfin, moi, mon expérience, c'est que quand même, ça laisse beaucoup de marge d'interprétation et évidemment, en conséquence, beaucoup de marge de critique et de stress sociétal sur faut-il continuer à investir dans l'aérien, faut-il continuer à investir dans le gaz naturel ou dans le transport maritime. Voilà, là, avec la méthode consistant à mesurer les créations de valeur en intégrant la dimension climatique à travers une valeur carbone, on a là quelque chose qui est science-based, hein, fondé sur la science. Évidemment, reste la question, qui est une question qui reste encore ouverte, hein, de la détermination de la valeur carbone. Quel prix, quelle valeur faut-il mettre sur la tonne de CO2? Moi, je pense que ça doit être aujourd'hui autour de 200 € la tonne de CO2, mais c'est encore un sujet sur lequel il y a assez peu de consensus. Je vous remercie.
Merci infiniment, Christian Gaulier. C'est une parfaite introduction à notre sujet. Est-ce qu'une mise en abîme, pour un économiste, parler de ressources finies, c'est relativement innovant. Milton Friedman ne racontait pas ces histoires-là. Est-ce qu'il y a une question peut-être dans la salle avant de passer à la révélation de l'indice pour enchaîner? Ou est-ce que vous préférez réserver vos questions pour la fin? Eh bien, nous allons enchaîner. Vincent, je te propose de nous rejoindre. Il est là. J'ai un peu du mal ce soir, pardon. On va passer à la partie voilà, de révélation de l'indice. Est-ce que tu veux bien me rejoindre? Il y a Ferdinand et Amandine qui vont venir aussi s'installer ici. Et vous avez quasiment toute l'équipe Axilia avec Juliette qui vous a accueilli, je ne sais pas où elle est, mais qui est à côté. Alors Vincent, en quelques mots, tu vas nous rappeler d'abord sur quelle idée tu as fondé le cabinet et nous parler bien sûr de ce sujet du carbone. Je te laisse Merci David. Lancer. Bonjour à tous, je suis arrivé un peu en retard. J'ai pu apprécier les vertus de la végétalisation sur mon parcours à vélo. Il y a des endroits où il fait très frais dans Paris et d'autres où il fait très chaud. Donc je pense qu'il y a même des bonnes pratiques dans Paris, dans certains quartiers et pas dans d'autres. Voilà, on apprend tous les jours. Axilia, peut-être que tous vous ne nous connaissez pas, on est un cabinet de conseil financier. On s'occupe de clients qui sont ce qu'on appelle des personnes morales, en l'occurrence des associations et des fondations. Nous n'avons pas de clients particuliers, c'est un peu particulier déjà. Je crois que 90% des conseillers financiers s'occupent de personnes physiques. Donc nous, on est dans le 10% qui reste. Et puis, on est dans les 10%, on s'intéresse à la finance responsable depuis le début. Voilà. Donc depuis 2005, ceux qui vont chercher nos statuts sur Internet trouveront à l'article 2 le fait qu'on s'intéressait à la finance responsable. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on s'appellerait entreprise à mission, on appelle ça comme ça. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'était fixé à l'époque. On travaille sur plein de sujets de finance responsable. On est un peu boulémique. On travaille sur la microfinance, sur l'immobilier de rénovation énergétique, sur les prêts à la transition agricole. On est dans une enceinte Bicorp. On a aidé une structure que vous connaissez probablement tous, qui s'appelle Mimosa, qui est une plateforme de crowdfunding. On l'a aidé à monter son fonds de prêt. Parce que Mimosa, c'est une plateforme de crowdfunding, c'est aussi un fonds de prêt. Donc voilà, et à chaque fois, on prend nos clients d'un point A et on les emmène au point B. Vous imaginez que les associations fondations n'ont aucune connaissance du prêt à l'agriculture. Il faut qu'on les forme à ça. Donc à chaque fois, c'est un énorme effort d'éducation de notre public. Et donc on ne peut pas en faire 10 par an d'efforts comme ça. C'est souvent un produit d'impact par an. Et on va jusqu'au bout, on prend les clients qui n'y connaissent rien, on les amène à investir dans un produit. Voilà, c'est une énorme, un long chemin. Depuis 4 ans, on travaille sur le risque carbone, parce qu'on considère que c'est le plus grave des impacts, tout simplement. Et on essaye d'avoir les yeux un peu partout. On est membre de plusieurs coalitions. Je dirais qu'on est un peu une équipe engagée. Voilà, on peut se poser moins de questions. On essaye de s'en poser pas mal. Et puis, on est en cours de certification Bicorp. Alors ça, c'est pareil, c'est un chemin très long. Ça fait 1 an qu'on est dedans. On espère une réponse dans pas longtemps. On l'espérait ce soir, mais non, ça ne sera pas pour ce soir. Et donc, dans le cadre de ce parcours Bicorp, on a dû écrire une raison d'être. C'est obligatoire. Et cette raison d'être, on s'est réunis à 3, là, un peu plus, et on a dit qu'est-ce qui nous caractérise. On a trouvé 3 choses, c'est la transparence, la sincérité et la simplicité. Et logiquement, quand vous regardez ce qu'on fait, on doit retrouver un peu des 3, ou les 3 ou un des 3. Je vais passer. C'est qui a la zapette du coup? Ah, c'est Juliette qui se cache derrière. Donc elle se cache, mais elle est là sur les photos. Donc l'équipe, on est 4, 3 salariés. J'étais tout seul il y a encore 4 ans. Amandine est arrivée en octobre. On se fait aider de compétences extérieures. Il y a Quentin André, je l'ai vu, il est là. S'il peut lever la main, voilà. Alors Quentin,
C'est un astrophysicien normalien et il nous aide à décrypter les rapports du GIEC. Vous savez, le truc qui fait 3000 pages, ça, c'est pas grave pour lui, il y va quand même. Et c'est notamment grâce à lui qu'on a trouvé notre référence au prix du carbone. On ne l'a pas trouvé ailleurs. Et puis David, tu es là, qui nous aide aussi et dont l'expérience dans l'agroalimentaire, c'est un secteur qui s'est fait pilonner bien avant la finance. C'est extrêmement intéressant de voir comment un secteur se défend, comment il est attaqué et en quoi ça peut nous être utile. Rapidement sur le reste, je vais être beaucoup trop long. Donc on a 35 ans d'expérience cumulée. Ferdinand, il est parti, il en a que 5. Moi, j'en ai 30. Voilà. Ça peut être utile quand même d'avoir 30 ans d'expérience, un peu moins. Ça évite de refaire 2 fois les mêmes erreurs. Quand on a vu des trucs se planter il y a 10 ans, on ne va pas le refaire parce que ça a de fortes chances de se replanter. Et puis, voilà. Donc, on commence à nous demander d'intervenir dans les grandes écoles. J'étais sur BFM, c'est pour ça que j'étais en retard, il y a encore 1 heure. On commence à avoir quelques récompenses dont on est très fiers parce que ça montre qu'on a beaucoup travaillé. Donc on a eu un Ecopo Award il y a 2 ans et il y a 1 mois, on a eu un prix de l'innovation par la GFI. Voilà. Donc c'est surtout la reconnaissance de tout le travail qu'on peut faire. Et à chaque fois, c'est sur l'innovation, c'est sur les choses qu'on a pu faire. On essaye d'être cohérent dans ce qu'on fait. La société, depuis 5 ans maintenant, donne 1% de son chiffre d'affaires pour des associations. Et depuis cette année, on a décidé de le faire au profit de EcoHabitat, dont le délégué général est parmi nous, Franck, voilà, qui fait un boulot de malade pour rénover des passoires thermiques pour des familles en précarité, qui est souvent la précarité financière, est aussi la précarité énergétique. Et vous voyez un peu l'avant-après. Voilà, d'habitude, c'est des pubs pour les pertes de cheveux. Mais là, vous voyez, l'avant-après, il n'y a pas photo. Et donc, nous, on est très fiers d'aider modestement encore Franck à réduire le reste à payer des familles pour ces rénovations. Et donc, ce qu'on gagne, une partie de ce qu'on gagne sur tout ce qu'on fait autour du carbone, ça repart là-dedans. Je vous ai mis cette slide-là, puis après, je passerai la main. Je ne sais pas si vous avez entendu ce discours de Christine Lagarde la semaine dernière à Paris. Alors c'est en anglais, je trouve que c'est encore plus de résonance en anglais, il faut l'écouter sur Twitter. Elle a dit, donc il y a l'accord de Paris, il faut respecter les objectifs climatiques, et elle a dit à la fin, on doit tout faire pour atteindre les objectifs de cet accord de Paris. Si nous ne le faisons pas, nous finirons rôtis, toastés et grillés. Roasted, toasted and grilled. Elle a dit comme ça. J'ai jamais entendu un banquier central ou une banquière centrale parler comme ça. Je pense que c'était peut-être le lieu qui faisait qu'elle pouvait s'exprimer plus facilement. Et je pense qu'elle dit les choses très clairement. C'est-à-dire que si on fait rien, on finira comme ça, comme un tourne-dos. Voilà. Donc c'est important d'avancer. Et là, qui est-ce qui parle? C'est encore à moi. Alors. Là, tu vas nous expliquer le principe de la facture carbone, c'est quand même important de revenir dessus. Ouais. Mais après, ça va être expliqué après. Hein. Mais juste ça, pour moi, ce qui m'a frappé cette année, l'année n'est pas finie, c'est l'évolution de la communication financière des grandes sociétés, cotées notamment. C'est la première année où on voit des boîtes communiquer sur autre chose que le bénéfice, etc., etc. Et les gens commencent à, comme l'a dit Christian Gaulier, à corriger ce bénéfice par autre chose, ce qu'on nomme les externalités. Et donc, je trouve que l'expérience la plus notable, c'est celle de Getlink. Getlink, c'est Eurotunnel, l'ancien Eurotunnel. Et Getlink a décidé de publier sa facture carbone. Alors, je pense qu'on n'y est pas pour rien. Ça fait 2-3 ans qu'on discute avec Getlink. Et ils ont décidé de publier leur facture carbone, considérant qu'il faut lire les interviews du patron de Getlink sur Internet. Il dit « J'en ai marre de voir des notes ESG, un coup bonne, un coup mauvaise, j'y comprends rien. Quand je passe un coup de fil pour savoir comment c'est fait, j'ai personne pour m'expliquer. Mais évidemment, c'est calculé à Boston ou à Bangalore. Et il dit, j'arrête ça. En tout cas, je fais autre chose en plus et je calcule une facture carbone. Voilà. Qui a l'avantage d'être objective. C'est des chiffres. On a plein de boîtes qui ont repris le score carbone qu'on calcule pour elles. BIC, Edenred, ST Micro, Neoen, Rémi Cointreau, LVMH, Elis, Française des Jeux, et une société comme Thermador Group,
qui est une société qui fabrique des vannes industrielles, qui est basée près de Grenoble, nous a ajouté dans son rapport annuel, à côté des notes ESG, ils ne les ont pas enlevées, ils les ont maintenues, mais ils ont ajouté à côté cette histoire de score carbone, considérant que la note ESG n'était plus une sécurité dans un dialogue vis-à-vis avec les actionnaires, après ce qui s'est passé sur Orpea. Donc vous vous rappelez Orpea, les meilleures notes, et puis tout a explosé en vol. Donc ce n'est pas une bonne note qui fait une assurance. Voilà. Et le score carbone, comment ça marche, Amandine? Bonjour à tous, donc je vais me mettre debout pour bien vous voir. Du coup, comment marche le score carbone? Donc nous, on est parti d'une idée très simple. Donc on s'est rendu compte que les entreprises payaient ses salariés, payaient les fournisseurs et payaient l'État, mais ne payaient pas les externalités carbone. Donc on est parti de quelque chose de très simple, donc une facture, une quantité et un prix. En quantité, on prend les émissions de CO2 sur les rapports annuels des entreprises directement, et un prix du CO2 de 127 € en 2023. Donc c'est pas un prix qu'on a inventé, c'est Quentin qui a lu les rapports du GIEC, et on a trouvé ce prix dans le rapport 1.5 2018 du GIEC. Donc avec cette multiplication, donc quantité de CO2 des 3 scopes, scope 1, scope 2, scope 3, et le prix de CO2, on arrive à la facture carbone. Cette facture carbone, elle amène à un EBITDA ajusté du carbone, et l'EBITDA ajusté du carbone, c'est vraiment le cœur de la bombe chez Axilia, pour arriver à un EBITDA moins la facture carbone, qui donne un score carbone. Pour se rendre compte si l'entreprise est rentable ou pas, donc on a rendu ça sous forme de score, avec un score allant de A à F. ABC, l'entreprise est rentable et peut payer sa facture carbone. Si l'entreprise a un score entre D et F, elle n'est pas rentable et ne peut pas payer sa facture carbone. Pour toutes les entreprises qui ne sont pas transparentes ou qui ne publient pas la totalité de leur émissions carbone, on applique un score de ND. Pour se rendre compte, on l'a appliqué sur le CAC 40. 47% des entreprises ne peuvent pas payer leur facture carbone. Et dans ces 47%, il y a quand même 10% des entreprises du CAC qui ne publient pas la totalité de leur scope 3 en 2023 encore aujourd'hui. Les secteurs, tu peux rappeler, c'est la banque en particulier? Exact, pardon. Oui, c'est exactement. C'est surtout dans le secteur bancaire où il y a très peu de publications de scope 3. Pour aller plus loin et pour vraiment valoriser les efforts des entreprises, on a créé le score carbone dynamique à horizon 2030. Donc on est allé regarder tous les rapports SBTi des entreprises pour justement voir les engagements de réduction. Donc c'est la même formule, score carbone dynamique, même formule, consensus d'EBITDA 2030 et facture carbone 2030 avec un prix de 200 € en 2030. Donc voilà, vraiment le score carbone dynamique, ça montre vraiment, les efforts des entreprises à horizon 2030. 200 €, c'est le 127 que tu citais tout à l'heure, réactualisé avec les 5% d'augmentation ou 4% d'augmentation annuelle qui sont l'équivalent des réductions de CO2 qu'on doit opérer. Exact. Pourquoi choisir le score carbone et pourquoi des entreprises ont déjà choisi le score carbone? Donc c'est vrai que notre méthodologie est très simple, une méthodologie à expliquer très rapide et très très simple. Ça permet de communiquer sur des indicateurs pertinents. Donc de plus en plus d'entreprises publient leur score carbone dans DPEF, DEU, communication interne, externe, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ça permet pour une entreprise de communiquer sur vos forces, mais aussi de se comparer par rapport à ses concurrents. Et également, on est une initiative française, donc Axilia est pionnier dans ce sujet, sur le sujet du carbone et la comptabilisation carbone. Je vais laisser la parole à Ferdinand pour vous révéler l'indice Vérité 40 2023. Merci Amandine. Donc oui, je vais vous présenter donc l'indice. Avant, je vais quand même rappeler rapidement la méthodologie. Pour l'indice Vérité 40, donc très simplement, nous, on part du SBF 120, donc des 120 plus grandes entreprises françaises. On applique donc le premier filtre qui est le score carbone, tout simplement, et on va exclure les scores ND, F, E et D. On obtient donc environ, il y a 50% des entreprises qui ne sont pas capables de payer la facture, donc on obtient 60 valeurs. Et à partir de ces 60 valeurs, on va tout simplement faire une sorte de best-in-class sectoriel. On va prendre les meilleures entreprises par secteur selon leur score carbone. Et on va obtenir à ce moment-là autour de 37 valeurs. Et à partir de là, on va appliquer le score carbone dynamique 2030 SBTi, c'est-à-dire qu'on va
prendre les meilleures trajectoires de réduction d'ici 2030 des entreprises qui étaient exclues à l'étape 2 et qui avaient un score de F, E ou D. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui, d'ici 2030, selon nos estimations et selon leurs engagements, c'est-à-dire que s'ils respecteraient leurs engagements, ils passeraient d'un score négatif à un score positif. Voilà, donc ça c'est la méthodologie qui permet d'obtenir 40 valeurs, qui est l'indice Vérité 40. Donc, avant de rappeler, de vous montrer donc, le nouvel indice, je vais quand même rappeler les sortants, les entreprises qui sont dans le CAC 40, mais qui ne sont pas dans notre indice. Donc là, par exemple, tout à l'heure, on parlait des entreprises qui avaient des scores de ND. Là, vous voyez en fait toutes les entreprises du CAC 40 qui ont des mauvais scores carbone ou qui n'ont tout simplement pas de score carbone. Donc là, ce qu'on peut noter ici, on peut déjà voir que dans des secteurs comme l'aérien avec Airbus ou Total Energy dans l'énergie, les scores carbone sont mauvais. Après, aussi dans les services bancaires par exemple, il y a deux choses à dire. Il y a déjà que BNP Paribas par exemple et Société Générale aujourd'hui ne sont pas transparents sur leur scope 3 et ne publient pas l'empreinte carbone liée à leurs investissements et financements. Donc quand par exemple ils investissent dans un projet pétrolier, on n'a pas cette information aujourd'hui. Et ça, c'est un problème pour nous, donc c'est pour ça qu'on ne donne pas de score carbone. Par contre, c'est assez intéressant. Par exemple, le Crédit Agricole, lui, donne son empreinte carbone liée à ses investissements et ses financements. Et on voit que si c'était le cas, le score carbone reste assez négatif. Donc il y a un vrai progrès à faire encore. Et on espère bientôt que sur le SBTI aussi, les banques se fixeront des engagements de réduction sur ce scope 3 qui représente énormément de leur empreinte carbone totale. Donc ça, c'est les évincés de l'indice du CAC 40. Et pour les sortants de l'année dernière, donc par rapport à l'indice qu'on avait sorti, il y en a quelques-uns. On a 7 entreprises qui ne sont plus dans l'indice cette année. Alors sur ces entreprises, on en a 2 qui sont Air Liquide et Veolia, qui sont expliquées par l'exigence qui est de plus en plus forte sur notre indice, parce qu'en fait, ces entreprises n'ont pas de trajectoire de réduction validée par le SBTI sur leur scope 3. Pour nous, c'était important cette année vraiment de se baser sur la science et de baser sur les trajectoires de réduction. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas mettre Air Liquide et Veolia dans un score carbone dynamique, parce que tout simplement, ils n'avaient pas d'objectif de réduction sur leur scope 3. Sur le reste, c'est un peu d'autres raisons. Donc il y a BIC et De Richebourg, c'est plutôt des raisons parce que leur capitalisation boursière finalement a baissé. Et puis sur EDF et Maison du Monde, c'est juste qu'ils ne sont plus dans le SBF 120. Dernier point sur SES, c'est assez intéressant, c'est aussi qui montre l'exigence qui est de plus en plus forte sur notre indice. On s'est rendu compte en regardant tous les rapports annuels donc de toutes les entreprises du SBF 120 que SES, il y avait encore aujourd'hui un problème de transparence sur les catégories du scope 3 et ils ne publiaient pas toutes leurs émissions. Donc c'est la raison pour laquelle on les a sortis de l'indice. Voilà. Donc je vais arrêter le suspense et je vais donc vous présenter l'indice de cette année. Donc le voici, donc 40 valeurs. Et vous avez les petits triangles bleus qui montrent les entrants de cette année. Donc c'est Alten, Klépierre, Sartorius Stadium Biotech, Eutelsat Communication, Voltalia et Worldline qui viennent remplacer les entreprises qui ont été sorties juste avant. Donc c'est assez intéressant. Hein. Voilà, vous avez donc évidemment que du vert entre guillemets parce que on a enlevé tous les mauvais élèves. Par contre, on voit quand même qu'il y a des scores un peu différents, plutôt transparents. C'est les scores carbone dynamiques dont on parlait tout à l'heure. Donc ici, on a Forestia, Sodexo et Schneider Electric qui ont aujourd'hui un mauvais score carbone, mais qui s'engagent avec des engagements très ambitieux de réduction sur leurs 3 scopes. Et c'est la raison pour laquelle ils font partie de cet indice. Bon, voilà. Voilà l'indice de cette année. On va pas, si vous souhaitez avoir les détails après, on fera des communications si vous regardez vraiment en détail toutes les entreprises. Mais mais voilà cet indice. Je pense qu'il reste. Voilà. Donc une dernière chose quand même avant de laisser la place à la table ronde, c'est le nouveau site Score Carbone. L'année dernière, on avait annoncé donc la sortie du site pour les investisseurs. Et cette année, on a un nouveau site, alors qui avait été déjà sorti en fin d'année dernière, mais qu'on est en train de réactualiser, de faire une nouvelle version. C'est un site pour les entreprises, vraiment pour que les entreprises puissent utiliser cette tarification du carbone et regarder l'impact que ça pourrait avoir sur leur activité. Donc, on a sorti ce site-là, il sortira dans quelques semaines. Là, on est vraiment en train de terminer les derniers détails. Donc, le site sera, il existe déjà, hein, mais là, on a vraiment une nouvelle version qui permettra vraiment de regarder l'impact que peut avoir ce prix du carbone sur leur activité, que ce soit pour leur groupe, mais pour aussi leur filiale,
leurs produits. C'est-à-dire que s'ils sortent, par exemple, si une entreprise sort un nouveau produit, que ce soit par exemple un shampoing, quelque chose comme ça, il peut aussi regarder l'impact qu'aurait un prix du carbone demain sur son produit et est-ce que ce produit serait toujours rentable. En tout cas, voilà, il y a plein de choses et on peut aussi se comparer à plusieurs concurrents. En tout cas, il y aura une démo un peu plus tard, juste là-bas pour vous montrer plus en détail si vous êtes intéressé pour voir ce site internet. Voilà, je vais laisser la parole à David pour la table ronde. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez une petite session de questions-réponses maintenant ou on fait comme tout à l'heure, on fait tout au moment où on boit un coup? Ils ont soif. Alors, merci infiniment pour cette partie. Donc on a vu que le sujet était adressé de plus en plus par les entreprises dans leur communication financière. C'est aussi un sujet qui s'invite dans le quotidien de la pratique d'un certain nombre d'entreprises. On a choisi 2 exemples un petit peu emblématiques. Tu peux peut-être passer la slide juste après. Pour ce soir, je vais inviter Karine Stoffler de la financière Fray à nous rejoindre ici sur scène et Marina Flochelet de Crédit Mutuel Arkea. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames. Merci beaucoup. Et Vincent, donc, tu participes avec nous pour commenter ce dispositif. Alors, on a commencé tout à l'heure. Je vais commencer par vous, Marina, par dire que les banques, c'était pas ouf, qu'il y avait des indices ND et qu'il y avait un manque de transparence. Quand on a préparé cette table ronde, vous nous avez expliqué que vous intégriez les éléments liés à vos investissements dans vos décisions et que vous aviez la lisibilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous réussissez à faire et que vos confrères ne réussissent pas à faire? Alors, effectivement, ce qu'on réussit à faire, en tout cas les travaux qu'on a engagés depuis 3 ans, c'est de mesurer la performance globale du Crédit Mutuel Arkea. Donc depuis cette année, on a réussi à aligner les calendriers. Ça, c'est une vraie victoire aussi. C'est publier en même temps notre performance financière et la mesure de nos impacts extra-financiers mesurés sur 25 indicateurs. Et sur un de ces 25 indicateurs, c'est effectivement les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que vous êtes en mesure, à l'instant T en photographique, de pouvoir faire la somme de la valeur de vos investissements en carbone sur chaque moment de décision, en fait. Oui, effectivement, on s'est branché sur la base métier financière. Ces travaux sont logés au sein de la direction financière du Crédit Mutuel Arkea. Donc, on regarde le bilan au 31/12/2022, par exemple, et on fait un mapping, on screen l'ensemble de nos financements, de nos investissements. Alors, on est plus avancé sur les financements, mais on met beaucoup d'énergie pour rattraper notre retard sur les investissements. Et puis, on est une banque de territoire basée à Brest. On porte beaucoup de financements. On a plus de 80 milliards de financements, donc on s'est concentré sur cette partie. D'accord. Très bien. Alors, Karine, quand on est une foncière, vous allez peut-être nous réexpliquer votre métier pour l'ensemble de l'assistance, mais comment, effectivement, on se saisit d'un sujet comme le carbone, à quel moment ça se passe et quelle force vous en retirez et peut-être quelles limites vous y voyez sur votre activité aujourd'hui. Alors effectivement, Fray, c'est une foncière de commerce, mais nous ne sommes pas qu'une foncière, c'est-à-dire que la majorité des actifs que nous détenons, nous les avons développés au préalable. Donc le sujet du carbone, c'est vraiment un sujet très important pour nous, aussi bien en phase construction des actifs qu'exploitation après des actifs. Donc au niveau de notre scope carbone, en fait, les 2 gros enjeux, c'est-à-dire la construction et derrière l'exploitation, donc l'enjeu principal, c'est le déplacement des visiteurs de nos centres commerciaux, puisqu'on est dans des centres commerciaux de périphérie où une grande majorité des visiteurs du parc viennent en voiture individuelle. Ça, c'est le scope 3. Ça, c'est le scope 3. Voilà. Donc, en fait, les 2 gros enjeux pour nous sont du scope 3. Et notre scope 3 représente 99% du total de nos émissions.
Ah oui, c'est... Donc voilà, donc c'est aussi la difficulté du sujet pour Frey. Mais Frey a toujours été précurseur en fait dans ces sujets ESG, puisque dès sa création en 2008, Antoine Frey, notre PDG, a intégré vraiment ces sujets-là. Et il a été précurseur une nouvelle fois, puisqu'en 2019, on a publié un score un peu équivalent au score carbone d'Axilia, sauf que l'EBIT, dans notre domaine d'activité, n'est pas un indicateur qui est forcément très parlant. Donc on est parti vraiment sur le résultat net du groupe. Et on a fait vraiment le même principe, c'est-à-dire qu'on a fait une empreinte carbone globale des émissions du groupe, qu'on a multiplié par un prix du carbone, et on est venu retirer cette facture carbone du résultat du groupe, et on a appelé cet indicateur le RNPG carbone. Donc effectivement, le groupe publie cet indicateur-là depuis 2019 avec vraiment une prise en compte des émissions sur les 3 scopes. Alors comment ça vous aide à piloter vos investissements? Et alors vous nous avez expliqué quelque chose qu'on a trouvé très intéressant dans la préparation et qui est important de partager aussi avec les personnes qui sont là, c'est que vous avez des effets, de par la nature de votre activité, d'écart de périmètre en fonction des acquisitions, en fonction de l'exploitation. Et c'est une difficulté pour vous que de piloter une trajectoire en fonction des décisions stratégiques qui sont prises. Alors comment ça se passe? C'est ça. Donc en fait, la première stratégie carbone, on va dire, du groupe, elle a été conçue en 2019 et on s'était effectivement dit que cet indicateur RNPG carbone allait être notre indicateur de suivi. Et puis, en le faisant vivre, on s'est rendu compte que de par notre activité, si c'était une année de forte construction ou si on avait des acquisitions effectivement aussi extérieures, on avait des fluctuations très importantes dans nos émissions de carbone. Et on avait également des fluctuations très importantes dans notre résultat net, puisque notre résultat net intègre la valorisation de nos actifs, donc d'une année à l'autre, et quand on a notamment des entrées dans le périmètre, on peut avoir des impacts très forts sur notre résultat net. Donc du coup, cet indicateur, on continue à le suivre, vraiment en indicateur financier et en communication extérieure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a décidé de s'aligner sur les pratiques de place et de passer sur des trajectoires SBTI pour vraiment réussir à suivre nos objectifs de réduction et de ne plus les suivre uniquement que par ce biais de RNPG carbone. Oui, vous avez dépassé, effectivement. D'accord. On parlait justement de pratiques de place. Vous nous en avez beaucoup parlé pendant la préparation de la table ronde. Qu'est-ce que, de votre point de vue, est en train de se dessiner dans l'univers financier? Comment vous voyez les choses évoluer? Parce que effectivement, c'est des reproches qui sont faits souvent à ce secteur, notamment pour la partie énergie fossile, financement et sortie des énergies fossiles. Quelles sont les meilleures pratiques, à votre avis, qui sont en route? Et puis, quel temps d'avance vous avez pris? Alors effectivement, nous, au Crédit Mutuel Arkea, on a plusieurs convictions. La première, c'est qu'il faut anticiper le monde de demain et le coût des transitions va être important. Et les établissements financiers ont la liquidité. Alors cette liquidité appartient à leurs clients, mais malgré tout, ont les possibilités de financer ces transitions. Donc il faut qu'on accompagne nos clients dans ces transitions par nos choix de financement, par nos choix d'investissement. La deuxième conviction, c'est que pour nous, performance globale, ça rime aussi avec environnemental, mais ça rime avec sociétal. Donc c'est important de travailler sur l'environnement et ça fait beaucoup écho aux travaux et au discours de M. Gaulier tout à l'heure qui évoquait également les enjeux sociétaux. Donc nous, on travaille sur ces sujets. Et puis, je pense qu'il est temps d'arrêter avec les grands engagements qualitatifs. Il est temps de commencer à mesurer. Effectivement, ce sont nos convictions et ça fait écho aux futures réglementations. On parle beaucoup de la taxonomie dans l'univers bancaire, mais le Big Bang à venir, c'est la CSRD. Donc il faut anticiper, il faut préparer les travaux. Ça provoque des réactions dans la salle, il semblerait que ce soit un sujet partagé. Ça fait peur. Bon, vous avez donc une pratique de la mesure carbone depuis quelques années dans vos entreprises. C'est un sujet dont on commence à parler de manière un peu plus large. Avec le retour d'expérience que vous avez, quels conseils vous auriez envie de donner aux entreprises qui souhaitent se saisir de ce sujet? Par quoi commencer? Et de manière assez pragmatique, qu'est-ce qu'il faut oublier et qu'est-ce qu'il faut prioriser?
Alors, faut commencer justement. C'est ça le sujet. Il ne faut bien. pas avoir peur. Nous, au Crédit Mutuel Arkea, on a commencé depuis 3 ans. Il y a 3 ans, c'était une idée et une page blanche. Alors, effectivement, ça n'a pas toujours été simple. On a eu une année un petit peu de réflexion, de tâtonnement. Puis après, on voulait tester des calculs sur Excel. Puis là, retour à la réalité. Ce qu'on pensait, ça marchait pas. Voilà, il y a eu vraiment des allers-retours, mais ça va. Au final, ça peut aller assez vite. Donc, faut pas hésiter à commencer sur des petits périmètres avec des méthodologies perfectibles, en prenant des hypothèses qui, de toute façon, vont s'affiner avec le temps. Faut lancer les travaux et puis pas se décourager. Donc c'est pas grave si c'est pas parfait quand vous commencez, mais l'essentiel c'est de commencer et puis de faire évoluer l'outil en fait et l'adapter à votre et d'être transparent. Expérience. Et d'être transparent, de publier la méthodologie, d'en publier ses limites. Nous, c'est ce qu'on a fait au Crédit Mutuel Arkea. Tout est disponible sur notre site internet. Même les imperfections de notre méthodologie, on les a rendues publiques parce que il faut pas avoir honte de commencer. Je pense qu'il faut avoir honte de ne rien faire sur ces sujets. Très juste. Karine, qu'est-ce que vous diriez moi, sur ce je même partage sujet? complètement. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment de commencer. C'est vraiment la transparence. La méthode parfaite, aujourd'hui, elle n'existe pas. Je pense que l'important, c'est d'avoir la vision déjà la plus exhaustive en interne de ces émissions, de savoir vers où on veut aller et après de déterminer la trajectoire. Mais si on ne se fixe pas déjà un point de départ, la trajectoire, elle ne pourra pas exister. Et je rejoins tout à fait aussi la philosophie de dire qu'il faut aussi annoncer les limites. Comme je vous le disais, Frey a fait une première empreinte carbone en 2019, suivant la méthodologie du bilan carbone. Là, sur 2021 et 2022, on en a refait une suivant le GHG protocole pour se mettre à jour. Et on a nettement affiné la méthode. Et d'un bilan carbone à 224 000 tonnes, on est passé à 383 000 tonnes. Voilà, parce qu'on a 50% de plus. 50% de plus, parce qu'on a affiné la méthode et on a expliqué effectivement dans notre document universel sur notre site internet pourquoi est-ce que on a un tel gap entre les deux méthodologies mais on a avancé et même cette information, quand on l'a eue, ça nous a fait vraiment peur de communiquer ça au marché. On s'est dit ouf, finalement on voulait être précurseur, mais on a plutôt tendu un bâton pour se faire battre, et pas du tout. Ça a été très bien perçu parce que justement on a été transparent par rapport à notre méthodologie, aux raisons pour lesquelles on avait un score des émissions qui augmentaient tant que ça. Et je pense que la transparence aujourd'hui, c'est vraiment la clé et c'est ça qui est important. Et sur les marchés financiers, c'est ça aussi. Et sur les investisseurs, sur les financeurs, c'est ça aussi aujourd'hui qui compte vraiment pour eux. Qui crée la confiance et qui crée l'engagement, effectivement. Vincent, est-ce que ça t'appelle une remarque particulière, un commentaire par rapport à ce que tu vois évoluer justement dans d'autres secteurs? Non, mais nous, on a eu le même parcours. Il y a 4 ans, on a commencé à saisir de ce sujet-là. C'est les clients qui nous ont mis sur la piste et tout de suite, les clients nous ont amenés à écarter la notation ESG parce qu'il n'y avait pas de... Ça a été dit plusieurs fois, il n'y a pas de piste en fait. C'est pas simplement parce que personne ne soulève le moteur, mais il n'y a pas de capot à soulever, il n'y a rien en dessous. Voilà, ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir des indicateurs pilotables de manière à ce que le patron, le matin, il se lève en disant on va baisser notre facture carbone. Il ne peut pas mobiliser ses troupes pour faire passer la note ESG de 5 à 6. Il n'y a aucun moyen de commencer. Avec une facture carbone, on peut la réduire. Donc nous, on a fait le même chemin. On a fait des choix sur le prix du carbone. Il y avait un prix du carbone européen, on ne l'a pas pris. Pas parce qu'il était très bas, il a été multiplié par 5 entre-temps, mais simplement parce qu'il était européen, qu'il était administré, qu'il y avait plein de quotas gratuits. Donc, quand on commence à regarder, on voit qu'il y avait plein de raisons de ne pas prendre ça. On est allé chercher du côté des économistes, dont les travaux sont relayés par le GIEC, parce que le GIEC, ce n'est pas que les températures, c'est l'économie également. Il y a plusieurs rapports du GIEC. Et puis c'est pareil, on a regardé les scopes, les fameux scopes d'émissions. Et tout de suite, on s'est aperçu que le scope 3, c'était 80% des émissions de CO2. Et tout le monde travaillait sur le scope 1 et 2. On travaillait sur 20% du problème. Donc rien que pour ça, on s'est dit, ça ne peut pas être que le scope 1 et 2. C'est pas possible. Et je signale d'ailleurs que hier soir, Emmanuel Faber, alors il y a beaucoup de controverses là-dessus, mais l'ancien patron de Danone, qui est patron de l'ISSB,
qui est un organisme qui crée de la norme financière et de communication, a indiqué que le scope 3 serait obligatoire à communiquer. Donc, quelque part, nous, on est hyper contents. C'est-à-dire que 4 ans après, ce qui était simplement une observation de bon sens devient une obligation. C'est-à-dire qu'on doit publier son scope 3. Et que n'ai-je pas entendu il y a 4 ans, où on nous disait « mais c'est une connerie, ça n'a pas de sens, on ne sait pas calculer le scope 3 ». Marina est la preuve qu'on peut être une banque et calculer son scope 3. Il y a une banque en France qui calcule son scope 3, elle est là ce soir. C'est le Crédit Mutuel Arkea. Toutes les banques cotées ne le font pas, ce qui est une manière de ne pas respecter l'actionnaire incroyable. C'est une société non cotée, une banque à mission. Parce que ça, c'est pareil. Quand on regarde tous les gens qui travaillent là-dessus, ils sont bicorp, ils sont entreprises à mission. C'est toujours des gens qui se posent des questions. Voilà, c'est quand même incroyable. Donc ça, moi, ça m'a frappé. Donc aujourd'hui, on met un prix sur le carbone. Ça a été dit par Christian Gaulier, vous l'avez dit parfaitement. Je suis tombé sur une étude hier de la Banque de France, non, de la BCE par contre, qui a calculé l'impact de la sécheresse de l'année dernière. On a déjà fait les calculs. On sait combien ça nous a coûté. 1% d'inflation en plus. En France, 1% d'inflation, c'est 15 milliards d'euros de pouvoir d'achat en moins. On sait qui paye ça. C'est les plus précaires. Franck. Voilà. Donc il y a un tournant dans la communication. C'est cette année que, globalement, enfin, ça fait déjà 2 ans que vous bossez dessus, mais Getlink, je pense, est un marqueur. Et puis, je pense qu'il faut faire plus simple, moins d'indicateurs, plus pertinent, et se mettre au travail, plutôt que d'en avoir 200 et de rien faire. Voilà. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai observé. C'est la bascule. 2023, c'est une année de bascule. Oui, avec du pragmatisme et avec de la transparence pour exposer les limites, parce qu'effectivement, les définitions changent. On parle beaucoup de scope 3 aujourd'hui. Certaines entreprises commencent à parler de scope 4 même, pour essayer d'aller encore plus loin dans l'investigation. Les chiffres s'affinent en fonction des méthodes. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais effectivement, il n'y a rien de... 40% chez nous d'incertitude. 40% d'incertitude. On était à 60, donc on s'améliore. Ben voilà, c'est ça, chaque année. Il y a une blague, entre guillemets, qui circule dans la communauté des analystes carbone. En matière de carbone, c'est toujours le plus gros chiffre qu'il faut retenir. C'est jamais le plus petit. Et Frey est bien l'exemple de ça. C'est toujours le plus gros qui, malheureusement, est le bon. Et puis ce que dit le carbone aussi, c'est que, ce qui était rappelé par Edouard tout à l'heure, il y a des interconnexions. Quand on parle du scope 3, on parle de ce qui se passe chez nos clients. Et nos clients, on a un impact sur eux en tant que donneur d'ordre. On a une capacité d'accompagnement. On peut faire de la pédagogie. Ça va l'aider lui à réduire son scope 1 et 2. Et puis ça fait des effets boule de neige, en espérant qu'il en reste un peu, une fois pour qu'on s'en saisisse assez vite. Est-ce que vous voulez un mot de conclusion ou on ouvre les questions avec la salle ? Alors juste pour conclure, vraiment par rapport à ce que disait Vincent, je pense qu'effectivement, toutes ces démarches-là, elles sont liées. Effectivement, Frey est entreprise à mission et certifié Bicorp. Et je pense que ça donne aussi un certain cadre pour structurer la démarche. Et je pense que c'est un vrai plus également. Merci beaucoup. Oui, toujours pour motiver, on va dire que... Au début, on disait que pour progresser, il fallait mesurer. Et en tout cas, ce que je relève, moi, de vos expériences, j'ai l'impression que c'est en mesurant qu'on progresse et qu'on initie le cercle vertueux des transitions. Donc voilà, commençons petit et améliorons cette mesure. Mais commençons résolument. Merci infiniment. Est-ce que cet échange appelle des questions dans la salle ? Si c'est le cas, on va vous passer un micro pour que ce soit enregistré. Bonjour, je suis Isabelle Guénard-Malocène. J'ai une question sur l'accompagnement des clients, justement. Vous avez expliqué que vous aviez des liquidités et, à juste titre, bien souligné que ce n'était pas les vôtres. Et quand vous dites on peut accompagner nos clients, qu'est-ce que ça signifie très concrètement ? Moi, l'impression que j'ai, mais c'est plutôt d'un point de vue peut-être de banquiers privés ou de sociétés de gestion qui ont en face d'eux des particuliers et qui se disent « Ok, on veut bien y aller, mais voilà, l'année dernière, on a perdu de l'argent, etc. » Donc c'est une question
peut-être un peu concrète sur comment justement vous emmenez votre clientèle avec vous au-delà de la mesure. Alors effectivement, alors on a deux types de clientèle. Nous, on a la clientèle entreprise et la clientèle particulier. Donc particulier principalement du crédit habitat. Or sur les entreprises, aujourd'hui, ce que je remarque le plus, c'est qu'ils ont besoin de pédagogie et de comprendre les enjeux de l'ESG. Je suis intervenue devant un panel de chefs d'entreprise, alors plutôt petites entreprises, ETI, voire PME, et j'étais arrivée avec ma belle présentation sur les réglementations ESG. La première question, ça veut dire quoi ESG? Et effectivement, pour les gens qui ont une dizaine de salariés, qui développent des cuisines industrielles, qui doivent aujourd'hui répondre à des appels d'offres pour pouvoir travailler avec les hôpitaux, par exemple, ils ont besoin de pédagogie, ils sont perdus vers 200, 300 indicateurs qu'on leur demande aujourd'hui. Donc ça, on a besoin de les accompagner sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, alors c'est la première étape, ça qui est tarifé ou pas, hein, c'est un genre de coaching financier ou extra-financier. Et après, ce qui se développe de plus auprès des entreprises, effectivement, c'est les pré-pactes. C'est-à-dire que progressivement, lorsqu'ils atteignent des objectifs ESG, un objectif ESG, c'est justement faire son bilan carbone, le taux d'intérêt diminue. Et là, on crée une autre relation parce qu'on crée une relation d'échange et de pédagogie. Donc ça, c'est vrai pour la clientèle entreprise. La clientèle particulière, il y a encore, on va dire, deux types. Il y a les convaincus. Donc là, effectivement, ils nous apportent leur liquidité sur des placements dédiés, labellisés, ESG. Et puis, il y a ceux qu'on doit encore convaincre. Alors, c'est plus facile de leur convaincre quand ils ont un projet. Et nous, effectivement, ce qu'on met en avant, c'est les travaux à économie d'énergie. On voit aujourd'hui, et c'est un de nos indicateurs, qu'avec l'augmentation du prix de l'énergie, il n'a jamais été aussi intéressant de faire rénover son logement. Donc, ça fait aussi écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, la clientèle particulière qui a besoin d'être convaincue, elle va commencer à être convaincue par l'argent. Et après, elle prendra des actions extra-financières. Donc, il faut adapter le discours à la clientèle. Beaucoup de pédagogie, mais s'il y a un petit levier financier, ça aide à faire de la pédagogie. Oui, bonjour, Grégory Schneider-Monori. Moi, j'ai une question pour Vincent. Au-delà de ce magnifique travail, alors tu as bien expliqué que Vérité 40, ça englobait quand même tout le SBF 120. Mais quid de deux élargissements auxquels on pense? D'abord vers ces entreprises de taille plus petite. Est-ce que le score carbone se calcule aussi facilement pour ces entreprises de plus petite taille? Et puis, deuxième élargissement sur l'Europe. Au-delà des qualités de l'indice Vérité 40, comment comment allez-vous réussir à étendre le Vérité 40 sur des indices européens plus larges? Alors, sur la première question, on n'avait pas forcément fait exprès au départ. Il y a plein de choses dont on s'est aperçu en cours de route. La formule de calcul, elle est universelle. Elle marche pour des sociétés cotées, non cotées, PME, ETI, c'est EBITDA moins quantité de CO2 fois un prix. Ça marche pour tout le monde. Ça, on ne l'avait pas forcément perçu au départ. De la même manière qu'on n'avait pas perçu qu'il y a autant de score carbone à baisser en France qu'au Royaume-Uni ou en Belgique. Tout simplement parce que la structure de la cote est à peu près la même dans tous les pays développés et qu'il y a un déterminisme sectoriel. Quand on est cimentier, que ce soit au Danemark, en Pologne ou au Portugal ou en France, c'est le même process industriel. Il n'y a pas 50 façons de faire du ciment. Donc le chiffre qu'on trouve en France, c'est le même partout ailleurs, et même aux États-Unis, même au Canada. Alors il peut y avoir des différences, ça a été évoqué par Christian Gaulier. Une société qui ferait que du ciment ou de l'acier à base d'hydrogène n'aurait pas les ratios de ses concurrents classiques, évidemment, mais en dehors de ça, à ISO méthodologie technique, c'est les mêmes scores carbone partout. Et donc, il n'y a rien qui empêche de faire un score carbone ou un Vérité 40 en Belgique. D'ailleurs, l'année dernière, on avait François Gemène qui avait fait l'introduction, comme l'a fait aujourd'hui Christian Gaulier. Et tout de suite, spontanément, il nous a dit, mais il faut faire un Vérité 20, parce que l'indice belge, c'est le Bel 20.
Et donc il a dit il faut faire un vérité 20. On lui a dit oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. C'est une formule qui est universelle, donc ça peut être fait n'importe où. Et d'ailleurs, la structure est dans la salle. On travaille pour une organisation qui s'appelle ILEC, qui regroupe des entreprises qui sont des fournisseurs de la grande distribution. Et là-dedans, il y a autant de PME non cotées que de très grands groupes. Et on est capable, à l'identique, de calculer un score carbone pour un petit fabricant de café et également pour un gros fabricant de produits alimentaires. Donc, c'est la grande vertu de ce genre de technique, pas simplement la nôtre. Hein. C'est par rapport à une note ESG. Nous, notre score carbone, ça a été dit par Ferdinand, quand on calcule un score carbone sur un produit, si on fait la somme de tous les produits de l'entreprise, ça fait le score carbone de l'entreprise au final. C'est fongible. On est incapable de faire la somme de toutes les notes ESG. Ça n'existe pas une note ESG d'un produit. Voilà. Donc nous, on peut faire, s'il y a une compta analytique, il y a un EBITDA analytique d'un produit, et la somme des EBITDA ajustés du carbone, ça fait l'EBITDA ajusté du carbone du groupe. Voilà. Pardon ? Il y a des sociétés comme Bell, effectivement, qui travaillent là-dessus. Mais c'est une grande vertu, et c'est pour ça que je pense que les jours de la notation ESG sont comptés. Voilà. Je vous dis mon sentiment très profond. C'est un peu gênant parce que tout est basé là-dessus. Et je pense que la notation ESG, alors elle va se réinventer, hein, mais ça ne restera pas comme c'est parce que il n'y a pas de construction intellectuelle solide derrière une notation ESG. Voilà, mais il faut être dedans pour s'en apercevoir. Si vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas forcément le percevoir, mais c'est un château de cartes. Est-ce qu'il y a une autre question? Droite, gauche, en face. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste. Je me pose la question, suite à votre classement que vous avez fait Axilia, est-ce que ça aurait du sens de faire un classement, selon vous, par industrie ou même une pondération de l'empreinte carbone par industrie, prendre cela en compte, parce que les mettre toutes dans le même panier, selon moi, c'est pas forcément très équitable, mais... Ouais, on s'est posé la question. La formule est universelle. Moi, je dis des fois que c'est très républicain comme système, le score carbone. Tout le monde a les mêmes règles. Puis il faut courir pour rattraper le problème qu'on s'est donné. Donc, oui, il y en a qui ont plus de problèmes que d'autres, mais ça mesure juste l'ampleur du défi. C'est vrai que dans l'acier, il y a plus à faire que dans les services. Parce que, comme ça a été dit par Christian, il y a 2 tonnes de CO2, mais personne n'est au courant de ça. Ça devrait être appris dans les écoles. 2 tonnes de CO2 pour 1 tonne d'acier, 170 grammes de CO2 pour 1 kilomètre parcouru. Enfin, je ne sais plus si c'est au kilomètre, je ne suis pas bon là, je ne serai pas bon prof. Mais il y a des facteurs d'émission qui devraient être enseignés à l'école pour que ça devienne une évidence. Comme il faut fermer le robinet, il ne faut pas le laisser couler quand on se lave les dents, on commence à apprendre ça. C'est pareil, il faudrait qu'on apprenne les facteurs d'émission à l'école. Je pense que les gamins s'approprieraient ça d'une manière incroyable. Donc moi, je pense qu'il faut que ça fasse un peu mal quand même. Sinon, après on fait des comparaisons sectorielles, il l'a dit, hein, Ferdinand. Hein. On prend les meilleurs dans chaque secteur, mais moi je pense qu'il faut que ça fasse un peu mal quand même, sinon on ne fait pas d'efforts, quoi. Je peux intervenir. Pardon. Bien sûr. Oui, je suis d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit ce soir, table ronde et mes collègues du fond. Un point crucial, c'est la transparence. Hein. Je pense que ça, c'est une énorme qualité d'un système de fonds climatique qui... par rapport à la concurrence qui est vraiment pas transparente du tout, quoi. Donc ça, c'est premier. J'ai juste une difficulté avec le scope. Là, je ne suis pas d'accord. Enfin, je pense que c'est important d'imputer les émissions de CO2 à un agent. Chaque tonne de CO2, chaque molécule de CO2 émise, c'est une personne qui est responsable, enfin, une entreprise, un agent économique. Quand on intègre le scope 3 dans l'entreprise,
on risque d'avoir un double comptage. Si vous avez dans votre portefeuille à la fois l'entreprise d'électricité qui utilise le charbon pour produire cette électricité, qui la vend à un producteur de ciment, si vous intégrez les émissions de CO2 de l'entreprise électrique qui vend cette électricité aux producteurs de ciment, vous allez avoir 2 fois les mêmes molécules de CO2 qui seront intégrées dans la valeur de votre portefeuille. Et ça, je pense que c'est un problème. Je pense que, et c'est un problème général du scope, de la définition des différents scopes 1, 2, 3. Je pense que là, il y a encore une réflexion à mener. Moi, je ne pense pas que, par exemple, vous voyez, le scope 3, je ne pense pas que Total Energy soit responsable des émissions de CO2 des consommateurs, des automobilistes français qui achètent de l'essence à Total Energy. Je pense que je suis responsable des émissions de CO2 quand je décide d'utiliser ma voiture pour aller à l'épicerie du coin plutôt que de prendre mon vélo. C'est pas Total Energy. Et donc, voilà, j'ai une problématique spécifique à le scope 3, mais c'est un problème technique, enfin, c'est un sujet technique. Le point essentiel, et je félicite le fond, c'est l'idée effectivement d'abandonner ces multicritères avec ces mesures très non transparentes d'un indice ESG, remplaçant par une mesure des émissions de CO2 et mettre une valeur sur ce CO2, c'est l'avenir de l'ESG. Évidemment, c'est plus facile pour le climat que pour intégrer, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, la biodiversité, parce qu'on ne sait pas mesurer l'impact de la biodiversité ou le social. Ce n'est pas toujours très simple de donner, par exemple, une valeur sur la santé de vos employés ou de vos consommateurs des produits que vous achetez. Ça porte sur des sujets de quelle est la valeur de la vie humaine. C'est des beaux sujets sur lesquels j'ai déjà exprimé mes différents points de vue dans les médias. Mais voilà, en tout cas, bravo pour cet effort. Je pense que c'est l'avenir de l'ESG, mais il y a encore beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot pour arriver à quelque chose de totalement, voilà, dans lequel il y a une vraie adhésion des gens, parce que d'abord, il n'y a pas de compréhension du sujet. Et qu'est-ce que c'est qu'un kilo de CO2 ? Je pense qu'encore aujourd'hui, l'essentiel de la population française est incapable de représenter ça concrètement. Merci. Ferdinand, tu veux porter une première réponse ? Oui, sur le scope 3, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a eu dès le départ, c'est-à-dire, évidemment, on ne peut pas additionner les scope 3 de toutes les entreprises du monde, sinon il y aurait du double comptage. Mais pour nous, ce n'est pas forcément le problème, parce que ce qu'on veut montrer, c'est l'exposition finalement des entreprises au risque carbone, donc au carbone, aussi en montrant qu'une entreprise, en effet, Total Enfin, pour nous, en fait, dans notre manière de penser, Total est responsable. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils vendent. Ils savent qu'ils vendent un produit qui émet du CO2 à l'utilisation. C'est comme toute entreprise. Voilà, une banque est responsable aussi des prêts acquis, enfin, de prêter à des pétrolières ou des choses comme ça. Donc je pense que si demain, on ne prenait pas, par exemple, ce scope 3, eh ben, on aurait un problème. C'est-à-dire qu'on mettrait des A à toutes les banques, à tous les services, et on valoriserait, on mettrait que des mauvaises notes à l'industrie. Donc je pense que c'est important aussi que dans les services, on leur fasse comprendre que ce que vous vendez, ce que vous mettez en avant, voilà, va aussi avoir un impact derrière. Et donc, je pense que c'est important de prendre le scope 3. Donc, d'où l'utilisation du scope 3. Après, évidemment, on peut, et c'est aussi l'idée, on peut regarder l'approche sur le scope 1 et 2, regarder l'impact que ça peut avoir. Mais je pense que vraiment regarder le scope 3, c'est indispensable. Et aussi, il y a un exemple qui est assez connu sur le scope 3 qui est indispensable, c'est la différence entre, par exemple, Apple et Samsung. C'est-à-dire que si vous regardez le scope 1 et 2 de Apple et de Samsung, vous allez voir Samsung, vous vous dites, oh bah Samsung émet énormément de CO2, Apple n'en émet pas du tout. Vous dire, mais c'est bizarre, ils font tous les deux des téléphones, globalement, ils font un peu la même chose. Mais en fait, le problème, c'est qu'Apple, ils sous-traitent toute la fabrication de leurs produits, donc toute leur empreinte carbone, elle est au niveau des fournisseurs. Et donc là, ça serait encore une fois, regarder qu'une approche scope 1 et 2, ça serait très limite. Donc je pense qu'on oublierait une partie. Donc je pense que vraiment regarder sur le scope 3, même s'il y a des limites, et je suis d'accord, il y a des questions encore aujourd'hui, on a des discussions avec des entreprises sur est-ce qu'il faudrait prendre absolument tout le scope 3, le déplacement des clients dans certains secteurs, ça peut poser d'autres questions. Mais je pense qu'il y a plus de limites à ne pas prendre le scope 3 qu'à le prendre. Voilà. On apprend des choses. Quand il y a eu l'Ukraine, il y a eu une explosion du prix de l'énergie. Il y a des boîtes qui ont vendu beaucoup moins de produits parce qu'ils devenaient trop chers. Et quand vous regardez votre scope 3, vous le voyez, ça. Si vous regardez beaucoup de fabrication, vous ne le voyez pas, parce que peut-être qu'ils n'augmentent pas. Mais si les coûts de fabrication augmentent chez vos fournisseurs, ou que le prix de vos produits devient trop cher, et que les gens ne peuvent plus se les payer, c'est votre scope 3 qui vous le dit.
Donc ça, c'est des choses à regarder. Et moi, je pense que, par rapport à ce que disait Christian, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense même qu'il faut revoir complètement le raisonnement. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une asymétrie. C'est-à-dire que quand vous prenez Renault, c'est parfaitement ce qu'il met dans la main du conducteur. Et le conducteur n'a aucun moyen de réduire ses émissions de CO2, sauf à faire de l'éco-conduite. Mais il va réduire de 15% ses émissions. Mais le but, c'est de les réduire de 80%, ce n'est pas de les réduire de 15%. Donc il faut mettre dans le périmètre de Renault les émissions du conducteur. Il ne faut pas les sortir. Moi, je pense qu'il faudrait même inventer un nouveau rôle, c'est-à-dire qu'une entreprise devrait être une espèce d'administrateur civil. Je pense que Renault devrait être administrateur carbone. Il devrait être responsable de tous ces scopes, 1, 2, 3. Et il devrait avoir une mission, comme vous, c'est de réduire les émissions. Ça serait une belle mission. Ce n'est pas de faire des bagnoles, c'est de réduire les émissions des voitures. Il faut inventer un nouveau métier, administrateur carbone. Je réduis mes émissions sur tous mes scopes. Ça, c'est une super histoire à raconter et à mettre en place. Alors non, c'est aussi poser cette question d'intégrer ou non le scope 3, puisque on n'a pas beaucoup la main là-dessus. Et par contre, alors là, c'est une question ouverte que je vais poser. Donc on les a bien évidemment intégrés. Aujourd'hui, on les a intégrés au même prix que le scope 1 et 2, mais on avait eu une réflexion, on a un cabinet conseil qui nous accompagne et qui nous avait dit pourquoi pas les valoriser à un prix différent. Alors on n'a pas trouvé de prix, donc on les a laissés comme les autres, mais voilà, pourquoi pas effectivement les mesurer et les prendre en compte. Je pense que c'est très important, mais pourquoi pas, comme on a quand même beaucoup moins la main sur ces émissions-là, les valoriser un peu moins, ou qu'elles pénalisent un petit peu moins. Mais voilà, question ouverte. Moi, je n'ai pas la réponse non plus, mais une petite contribution au débat très pragmatique. Le fait que potentiellement on compte 2 fois les choses, je trouve que c'est pas du tout un problème en fait, parce que ça veut dire qu'on fait 2 fois les efforts à 2 endroits différents et qu'on a 2 fois plus de chances d'y arriver. Et le sujet, c'est effectivement de s'y coller vraiment. Et s'il y a 2 personnes qui s'y collent, moi je suis plus rassuré que s'il n'y en a qu'une seule. Alors, je pense que c'est beaucoup plus que 2 fois, mais effectivement, le principe bien sûr, est le même. oui, c'est le principe, oui. Oui, sur le prix du scope 3, c'est vrai que c'est aussi une question qu'on a eue, grâce aussi aux échanges avec les entreprises. Et en fait, nous aussi, il y a un petit écart, on n'en a pas précisé parce qu'on ne voulait pas forcément entrer dans les exemples détails, mais si vous allez sur notre méthodologie, on a un prix du carbone sur le scope 3 qui est un peu plus faible que sur le scope 1 et 2, en fait. C'est pas forcément qu'il est plus faible, c'est juste qu'il augmente moins vite que sur le scope 3. Sur le scope 1 et 2, pardon, parce que, et là c'est vraiment, on a voulu se baser aussi sur le SBTI et sur la trajectoire net zéro, dans l'idée que, selon SBTI, net zéro c'est 50% sur tous les scopes d'ici 2040 ou 50, mais je ne sais pas exactement, ça dépend. Mais en tout cas, nous on a un prix qui augmente moins vite au départ, c'est-à-dire qu'il rejoindra le même prix en 2040, mais au départ il va moins vite parce qu'on veut laisser un peu plus de temps aux entreprises justement pour le calculer déjà de manière assez... qui soit le plus fiable possible, on va dire. Et aussi, on veut vraiment que les entreprises, voilà, à partir du moment où elles l'ont calculé, qu'elles se mettent des vraies trajectoires de réduction. Aujourd'hui, les trajectoires de réduction, on le voit, on a fait une étude de SBTI, on s'est rendu compte que les entreprises sur le scope 3 réduisent en moyenne de 20-30% d'ici 2030, alors qu'il faudrait plutôt le réduire autour de presque 50%. Donc il y a encore une question sur le scope 3. Donc c'est pour ça que nous, on laisse un peu de temps aussi aux entreprises, voilà, pour prendre ces sujets, sur le scope 3. Ça amène quelques questions complémentaires. Je vais passer le micro. Pardon, je me demandais comment vous traitiez le sujet de la compensation. Est-ce que c'est intégré quelque part dans votre score? Et même plus généralement, quelle est votre position par rapport à ça? Peut-être pas la position théorique, tout le monde s'entend pour dire non, ça ne suffit pas, mais justement dans ce temps court-moyen, pour les entreprises, dans vraiment l'idée de se servir de vos travaux pour faire avancer les pratiques. Alors, nous, c'est assez clair, on ne prend pas du tout en compte la compensation carbone. Alors, c'est bien si les entreprises c'est bien de le faire, mais pour nous, ça ne doit pas être pris en compte dans la trajectoire de réduction. Nous, on est très GIEC compatible. Le GIEC nous dit bien qu'il faut réduire les émissions en absolu. Donc, à partir de là, oui, il y a un pourcentage qui pourrait être réduit. Sur la baisse totale, on pourrait baisser, sur les 10% de la baisse totale, on pourrait en effet faire de la compensation. Mais je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est vraiment les émissions absolues, donc on ne le prend pas en compte.
Voilà. Donc après, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est on essaie de prendre en compte si les entreprises payent déjà le carbone. Parce qu'il y a des entreprises qui payent déjà le carbone, il n'y en a pas beaucoup. Ça aussi, ça par contre, on le prend en compte. C'est-à-dire qu'on va, si une entreprise a déjà payé une facture carbone, voilà, on va corriger pour éviter qu'ils payent 2 fois, là pour le coup. Même si, je précise, ArcelorMittal, qui est le plus grand producteur, enfin qui émet le plus de CO2 Scope 1 en France, n'a pas payé 1 euro de taxe carbone l'année dernière, parce qu'en fait, ils n'avaient que des quotas gratuits. Ça, c'est dans le rapport CDP, vous voyez, il y a écrit 0 en prix carbone. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment énormément d'exonération sur le prix du carbone, donc c'est pas du tout un enjeu majeur pour l'instant, mais ça va le devenir, donc c'est pour ça qu'il faut l'anticiper, il faut que les entreprises l'anticipent. Voilà. Oui, alors une remarque et 2 questions. La première remarque, c'est attendez, vous pouvez pas, et là la question elle est un peu pour Vincent. Vincent, tu ne peux pas faire la critique des agences de notation, qui est tout à fait légitime, hein, et en disant, avec les 2 arguments principaux, hein, le scoring ESG ne regarde que l'unité entreprise et pas l'ensemble de son cycle de production, du cycle de vie de son produit. Et puis l'autre critique, c'est de regarder ça sur un temps très court. Et puis, tu ne peux pas donc dire ça, parce que ça tu as le droit de le dire, il n'y a pas de problème. Et puis après, dire, finalement, le scope 3, on ne va pas le prendre, ou même, à la limite, j'ai presque envie de dire, mais pourquoi le scope 3, vous le mettez qu'avec une décote quant au coût? Il faut le prendre complètement. On le prend complètement. Vous le prenez complètement, sûr, mais le coût... C'est le prix, en fait. On laisse 5 ans aux entreprises pour le mesurer correctement et pour faire les premières actions. Mais on prend 100% du scope 3. Ok. Alors sinon, j'avais une question, parce que, a priori, donc, la méthode permet bien de répondre à ces deux questions. Donc normalement, il devrait y avoir une cohérence entre le score carbone d'Axilia et la position des entreprises sur leur trajectoire carbone, puisque ce qu'on dit quand tu disais Arro sur le scoring ESG, et là-dessus on s'est retrouvé plusieurs fois à dire la même chose, donc pas de sujet, mais en fait quand on dit il n'y a plus de scoring ESG, on passe maintenant à de la mesure d'alignement. Est-ce que, puisque maintenant ça fait 3, 4, 5 ans, est-ce que le score Axilia correspond à un positionnement sur une trajectoire, et est-ce que le score A correspond à un positionnement plus avancé que les scores B, C ou autres? Ça, c'est la question pour vous. Et sinon, j'ai une question pour madame de la holding Frey. Est-ce que, à travers cette stratégie carbone que vous avez exprimée de manière très cohérente et exhaustive, vous êtes amené à évoluer dans les choix d'investissement que vous faites, puisque vous avez de manière très transparente dit que vos centres commerciaux, c'était en périphérie. Est-ce que depuis votre stratégie carbone, vous êtes passé à des achats de centres commerciaux plus près des centres-villes, où je pense au Grand Paris. Hein. Le Grand Paris, c'est faire autour de Paris ce que Singapour fait, c'est-à-dire que le centre commercial, il est à la station de métro. Est-ce que ça a amené un changement de stratégie du groupe Frey? Merci. Il y avait d'autres questions avant. Alors, un changement de stratégie, pas encore, c'est en cours de réflexion, mais on a en 2022 acheté pour la première fois effectivement un centre qui est beaucoup plus connecté puisqu'il se trouve à Barcelone et au pied de la station de tram et de métro. Et effectivement, c'est aujourd'hui une décision qui va être prise en connaissance de cause. Donc l'idée, c'est de voir si un actif est mal connecté, peut-être de l'acheter quand même, si on a un moyen de le rendre mieux connecté dans un futur relativement proche, puisque notre PDG a l'habitude de dire le centre commercial
pourri, il est là. Et la stratégie de frais, c'est aussi de les acheter pour les rendre meilleurs. Donc, effectivement, mais pour autant, effectivement, ça va rentrer dans une stratégie d'acquisition, de voir s'il y a moyen d'améliorer cette connectivité de nos parcs, de manière générale, et encore plus de ceux qu'on va acquérir dans les temps proches. Sur la question des trajectoires et de la corrélation, on a étudié ça. Oui, on a aussi fait une étude sur les trajectoires SBTI de toutes les entreprises selon leur score carbone. Et on se rend compte, finalement, bon, c'est assez triste, hein, mais que toutes les entreprises qui ont des bons scores carbone aujourd'hui, ça veut dire, on peut dire les entreprises qui émettent le moins de CO2, ont des meilleures trajectoires que les entreprises qui ont des mauvais scores et donc qui émettent plus de CO2. Simplement parce qu'en fait, les entreprises qui sont dans des secteurs avec des mauvais scores carbone, malheureusement, ont beaucoup de difficultés à réduire leur empreinte carbone. Je pense par exemple au secteur aérien qui aujourd'hui n'a pas les moyens, avec la hausse du trafic qui est estimée, à baisser leurs émissions. Je parle bien des émissions en absolu. C'est impossible en fait parce que la technologie ne le permet pas. Donc en fait, il y a beaucoup d'entreprises, voilà, et c'est pas que le secteur aérien, hein, il y a aussi l'acier, tout ça, ils ont beaucoup de mal voilà, à réduire suffisamment vite selon ce que nous demande le GIEC. Donc il y a encore un travail à faire, et c'est dommage parce que c'est vraiment sur les F, enfin sur les entreprises qui émettent le plus de CO2 finalement, qu'il y a les plus beaux travaux à faire, parce qu'en fait on peut vraiment, si on réduit 50% une entreprise qui émet 50 millions de tonnes de CO2, on enlève 25 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Si on fait sur une entreprise qui a un score de A, on en enlève 50%, mais ils émettent que 10 000 tonnes, ça va faire que 5 000 tonnes de CO2. Donc c'est vraiment sur les F qu'il y a un vrai travail à faire, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est encore un peu compliqué. Les solutions technologiques ne sont pas encore disponibles, on le sait tous. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là et puis qu'on poursuive la discussion autour d'un verre. Merci infiniment. Merci à vous.